fais ça un peu au feeling comme je suis habitué à le faire, hein. Alors, en effet, c'est très difficile que de définir ce qu'est la gauche, comme la droite d'ailleurs. On pourrait partir du principe, il y en aurait plusieurs, d'abord que la gauche, c'est l'idée de progrès dans un premier temps. C'est-à-dire que finalement, la gauche, eh bien, serait tout ce qui serait en faveur des progrès, notamment des progrès sociaux, des progrès économiques, des progrès démocratiques, etc., par opposition à une certaine droite, et notamment une droite réactionnaire. Mais c'est difficile pour plusieurs choses que je n'aurai pas forcément le temps de développer ici, mais d'abord parce qu'effectivement, la notion de progrès au sens libéral du terme, telle qu'elle apparaît notamment au XVIIe siècle, n'est pas du tout l'idée de progrès telle qu'elle peut être partagée par des hegeliano-marxistes dont je suis, par des communistes qui plus est, c'est-à-dire ce n'est pas l'idée de progrès forcément en ligne droite, mais c'est finalement une évolution plutôt en spirale sur laquelle, quand on prend du recul, finalement, eh bien, il y a des tas de possibilités, des tas de chemins particuliers. Je suis partisan, moi, d'une téléologie non causale. La téléologie, c'est télos, c'est la finalité, le discours sur la fin, le but poursuivi, etc. On a souvent fait le reproche aux marxistes d'être des nécessitaristes, c'est-à-dire des gens qui pensaient l'histoire comme le développement naturel des choses avec une seule voie, une seule finalité. Et finalement, non, ce n'est d'abord pas ce que dit Marx, mais au-delà de ça même, c'est plus compliqué que ça. Il y a plusieurs possibilités, il y a des moments de retour en arrière, d'où l'idée de spirale, etc. Et donc effectivement, il y a des acquis, il y a des progrès dans l'histoire, et la gauche, ce serait ceux qui lutteraient pour ça. Bon, pourquoi pas. À côté de ça, et ça peut faire polémique, mais tant mieux, mais j'entends le démontrer en bonne partie dans mon livre dont je parlerai peut-être plus tard, mais on peut aussi considérer qu'une gauche qui se prétend progressiste et plus progressiste que les communistes d'antan à l'heure actuelle est par certains aspects conservatrice, et j'entends par là aussi une certaine gauche qui emploie l'intersectionnalité notamment, ou la consubstantialité comme grille de lecture d'ailleurs, parce que à bien des niveaux, c'est une grille de lecture très juridique, hein, et donc qui s'intéresse aussi à une phraséologie telle que dénoncée par Marx et Engels à propos des jeunes hegéliens dans l'idéologie allemande, et qui finalement, pour le dire très rapidement, y voit des intersections sans questionner la raison pour laquelle ces intersections sont posées là, au risque, hein, là aussi chose dont je montre l'inefficience conceptuelle, au risque de se heurter à un réductionnisme économique. C'est-à-dire que finalement il y aurait des intersections, mais on ne questionne pas la raison d'être de ces intersections, c'est-à-dire le mode de production. Ça ne veut pas dire que c'est le cas de tous les militants, ni parfois les plus aguerris, mais beaucoup d'entre eux, finalement, eh bien, vont accepter l'idée, je sais pas, d'un McDo genré, d'un McDo vegan, etc., tout en eh bien, déconsidérant finalement la question des profits réalisés par le McDo, réalisés par cette multinationale, etc. Et donc par certains aspects, on pourrait très bien considérer qu'alors, eh bien, ce sont eux aussi des conservateurs, et pas des moindres, hein, puisque ce sont les conservateurs du mode de production actuel. Et donc on ferait face ici à une forme de gauche conservatrice, n'en déplaise, et contrairement à ce qu'elle pense bien souvent. Bon, donc c'est déjà compliqué. On pourrait effectivement parler d'égalité, mais là aussi c'est un vaste sujet quand il s'agit de déterminer ce qu'est la gauche et comment elle se compose. Quand on pense par exemple aujourd'hui à la ségrégation spatiale initiée par des gens qui se disent de gauche, mais d'une gauche écologiste, comme il y en a beaucoup à Europe Écologie Les Verts, qui pour moi n'est pas du tout un parti en lien avec mes idées, et qui finalement eh bien, n'hésite pas, par certaines mesures qui sont vantées, je l'ai souvent souligné dans mes vidéos, à opérer une véritable ségrégation spatiale, qui là aussi remet en cause l'idée de république unie et indivisible, de république jacobine héritière de la Révolution française, et puis bien même d'égalité. Bon, on pourrait en parler longuement, c'est pas ce que je vais faire ici. Je tiens plutôt donc à prendre ces exemples-là pour illustrer, malgré peut-être un aspect un peu rhétorique, le fait que finalement le clivage gauche-droite et surtout ces catégories de gauche et de droite eh bien, sont inutilisables, ou en tout cas on a souvent tendance à dire que ça n'a plus aucun sens. La question c'est de savoir si ça a déjà eu un sens, et si oui, pour qui. Probablement que ce clivage a du sens, et s'il en a, eh bien c'est justement
au profit d'une certaine classe dominante qui nous empêche de penser correctement les véritables rapports de force qui ont lieu dans la société. Le clivage gauche-droite, je ne vais pas faire ici un rappel historique que beaucoup connaissent et que je n'aurai pas le temps de faire. Le clivage gauche-droite s'initie effectivement à partir du moment de la mise en place de la domination réelle du capital, à la Révolution française, etc. Et donc finalement c'est un outil pour penser ceux qui sont en faveur du capitalisme et du libéralisme, avec toute son ampleur aussi positive, hein, évidemment, qui va permettre effectivement l'élargissement de certaines libertés, etc., par opposition aux ultras, notamment, hein, qui sont les réactionnaires favorables à un retour à l'ancien régime et qui sont plus royalistes que le roi, comme on le disait à l'époque justement. Et donc finalement, ça a peut-être du sens à ce moment-là, mais dans les rapports de force qui vont naître dans le courant du 19e siècle et plus encore aujourd'hui, ça me semble perdre complètement de sa signification. Et d'autant plus quand on considère ensuite par derrière que nous devons nous unir à gauche avec, comme je l'ai déjà décrit tout à l'heure, finalement un amalgame un peu étrange de ce que peuvent être ces différents militants, et où on se refuserait à parler à ceux qui seraient de droite. Et on fait fi alors à ce moment-là d'un concept décisif chez Marx, qui est le concept de fausse conscience notamment, c'est-à-dire qu'on le sait bien, beaucoup des classes populaires soit s'abstiennent, soit effectivement votent à droite. Et quand je dis à droite, je ne parle pas nécessairement de l'extrême droite. Quand on considère finalement que être de gauche, ce serait ne plus parler qu'à ceux qui sont de gauche et tenir à distance les militants de droite, ne pas leur parler, ne pas s'exprimer auprès d'eux aussi par les différents canaux qui sont possibles, c'est se couper en réalité des classes populaires. Et donc pour moi, ça c'est un discours qui est complètement aux antipodes de la démarche politique qui est la mienne et qui est une démarche profondément progressiste et tournée vers les classes populaires. Alors, est-ce que je suis de gauche ? J'ai envie de dire simplement, c'est pas une manière un peu biaisée de répondre à la question, mais il faudrait me dire ce que vous qualifiez par gauche et je dirais alors si j'en suis ou non, tout simplement. Mais moi, ça fait des années que je dis je ne suis pas de gauche, je suis communiste, ce qui pour moi est beaucoup plus clair. Je suis aussi un matérialiste pratique, puisque, comme le disait Lénine, sans théorie révolutionnaire, pas de pratique révolutionnaire. C'est-à-dire que les communistes sont, c'est un terme de Marx, des matérialistes pratiques, c'est-à-dire des gens qui mettent la théorie au service d'une pratique politique particulière et qui donc s'efforcent de comprendre les rapports de force qu'il y a dans une société et donc d'en être à l'avant-garde et de porter effectivement les classes populaires vers ce qui leur est le plus favorable. Et je pense que ça nécessite aussi de repenser là une distinction très juste que formule Kluskar notamment dans Néofascisme et idéologie du désir entre le niveau de vie et le genre de vie. C'est-à-dire que finalement vous pouvez retrouver un même niveau de vie entre un patron, bon là j'exagère un petit peu, mais entre un patron du CAC 40 peut-être et ses enfants un peu gauchistes, pas au sens forcément péjoratif du terme, mais au sens léniniste du terme, c'est-à-dire et qui finalement vont avoir un genre de vie différent entre le père financier, etc., homme d'affaires, et le fils ou la fille qui vont avoir un style de vie, on dirait babacool pour aller vite, etc. On a des genres de vie différents, mais pour un même niveau de vie. Là où finalement, on va rencontrer des intérêts convergents entre des personnes qui sont finalement qui ont des petites entreprises, qui sont même des petits entrepreneurs en micro-entreprises, etc. Et des gens exploités de la classe ouvrière, etc. Il va y avoir des véritables convergences, mais aussi à terme avec les nouvelles couches moyennes, c'est-à-dire qu'il y a une métamorphose de la lutte des classes, véritablement, et cette métamorphose de la lutte des classes, elle ne peut être canalisée, à mon sens, à partir des outils légués par Marx, mais qui ont bien évolué depuis, c'est-à-dire par le matérialisme dialectique et historique. C'est ce que nous faisons à l'IHT, c'est ce que je m'emploie à faire aussi en tant qu'intellectuel, et finalement, c'est uniquement à partir de là qu'on peut faire émerger une ligne de force politique décisive, et une ligne de force que j'appelle, moi, véritablement communiste, en lien avec l'héritage qui nous a été légué, mais à l'aune effectivement de cette analyse nouvelle.
Alors, dans mon actualité, il y a beaucoup de choses. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je préside effectivement l'Institut Homme Total. L'Homme Total qui est un concept développé par Marx et qui renvoie à l'idée d'humanité et à l'humanité qui s'émancipe de la division du travail telle qu'on la connaît, de l'exploitation capitaliste, etc. tout simplement. Donc à l'IHT justement, nous allons faire paraître prochainement un programme dans lequel nos idées seront détaillées, nos idées communistes seront détaillées, parce que l'un de nos objectifs, outre la formation ouverte à tous, je le signale, à absolument tous, et pas uniquement par le biais des séminaires que je tiens annuellement de formation, mais aussi en nous rejoignant, aussi parmi nos sections locales, etc., parisiennes notamment, parce qu'elle est importante, mais aussi à Lyon, en Occitanie, etc., et ailleurs en France, eh bien, on pourra découvrir ici les objectifs qui sont les nôtres, et notamment d'insuffler vers une certaine gauche sociale et souveraine, un certain nombre d'idées qui sont les nôtres et que nous développons. À côté de ça, je publie aussi très prochainement un livre qui justement s'intéresse à cette question de la gauche et qui s'appelle Marxisme et intersectionnalité aux éditions Delga, sous-titré de l'autonomie relative de la superstructure au signifiant vide, dans lequel j'essaie justement de montrer en quoi eh bien, les militants de gauche qui se revendiquent de la grille d'analyse de l'intersectionnalité, finalement, eh bien, sont en porte-à-faux vis-à-vis du marxisme. Et encore une fois, on a largement le droit de ne pas être marxisme et de ne pas vouloir actualiser le marxisme, mais c'est un comble quand on se dit prolonger le marxisme et être plus progressiste que les communistes eux-mêmes. Ça me semble être complètement faux, et j'ai tenté dans ce petit essai de le démontrer. Voilà pour l'essentiel de l'actualité qui est la mienne, et puis bien sûr, je vous remercie énormément de m'avoir invité et de me permettre ici de m'exprimer sur cette chaîne, bien que certains ne soient pas du tout favorables à ce que je peux dire, mais souvent c'est moins à ce que je peux dire qu'à qui je suis, je crois, et c'est bien malheureux, puisque moi effectivement je n'ai aucun problème à écouter, discuter, etc. Voilà, je vous remercie beaucoup.